Alors là, si on écoute bien, on n'entend presque plus le bruit de la civilisation. On entendait les machines agricoles tout à l'heure quand on est parti. Là, on n'entend presque plus rien, hormis les oiseaux. Et alors, on peut entendre dans l'oreille quand même parfois les avions de haute ligne qui passent au-dessus. C'est vraiment le seul bruit qu'on entend quand on est très loin, isolé dans le Marais Poitevin. On se croirait presque en Amazonie. Avec ce phénomène de voûte là, de végétation au-dessus de l'eau. Il y a des endroits difficiles d'accès, voilà, il faut pousser avec sa rame pour passer. C'est vraiment très sauvage. Voilà, tu vois, ça commence à se refermer. On arrive dans des parties où les berges ne sont plus entretenues. Donc les frênes et les autres arbres qui sont sur la berge pour retenir la terre ont les branches qui vont jusqu'au milieu de l'eau pour certains. Donc ça fait vraiment la fameuse cathédrale de verdure où on a vraiment une canopée au-dessus de nos têtes. Et l'avantage du kayak, c'est que on peut passer au travers des branches, ce qui est moins évident avec une barque. On n'est pas vraiment en Amazonie, mais pour y être déjà allé, je retrouve des similitudes. Bonjour Romain Gaillard. Ce qui m'intéresse moi dans le Marais Poitevin, surtout c'est découvrir la faune, la flore durant les 4 saisons de l'année, puisque le paysage varie tout le temps. Donc j'aime bien venir ici pour faire de la photo, de la vidéo, et pour le plaisir tout simplement d'être dans le Marais Poitevin, dans cette fameuse Venise verte. C'est le surnom qu'on donne au marais mouillé, la partie la plus boisée du Marais Poitevin. Et donc ce que j'aimerais vous faire découvrir, c'est vraiment les parties sauvages du Marais Poitevin, très loin des circuits touristiques empruntés par les embarcadères, où s'épanouit la faune plus particulièrement, parce qu'il y a très peu de passages d'humains dans ces secteurs. Donc c'est assez idéal pour essayer d'apercevoir un maximum d'animaux, être dans l'ambiance faune du Marais Poitevin. En fait, le marais redevient ce qu'il était à l'origine, si on n'entretient pas. Un marais sauvage. C'est un vrai labyrinthe de canaux. Il y a de quoi se perdre. Quand on ne connaît pas, il y a certains canaux où en fait il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de nom indiqué. Donc on peut très, très vite se perdre quand on ne connaît pas et tourner en rond. Donc on met du temps. Voilà. Autrefois les anciens, ça ne leur posait pas de problème de venir mettre leurs animaux sur les terrains du marais, faire des petites cultures maraîchères comme de la mogette, de la salade, etc. Aujourd'hui c'est compliqué, donc on peut presque plus y circuler. En tout cas c'est assez compliqué. Et c'est les endroits que je préfère parce que c'est ici qu'on trouve de la faune qui ne s'attend pas vraiment à voir des humains dans ces coins. Donc quand on vient tôt le matin ou en fin de journée, on a beaucoup plus de chances de voir des animaux comme le chevreuil. On a de plus en plus de chevreuils dans le Marais Poitevin. On voit également depuis très peu de temps finalement du sanglier. Voilà, il m'est arrivé d'en rencontrer dans le Marais. Des sangliers pour qui les canaux ici plein d'eau ne leur posent pas de problème parce qu'ils savent très bien nager. Donc ils traversent les canaux, ils vont de parcelle en parcelle et puis ils s'épanouissent dans ces coins où finalement ils ne sont pas du tout dérangés par l'homme. Après au niveau de la faune typique du Marais Poitevin, on a beaucoup de ragondins, même si à l'origine ils ne viennent pas du Marais Poitevin mais d'Amérique du Sud, puisqu'ils ont été importés en France pour l'élevage, notamment leur peau. Puis voilà, comme beaucoup d'élevages,
Il y en a certains qui sont échappés ou qui ont été relâchés même intentionnellement dans le marais, et aujourd'hui il se plaît très bien dans ce paysage. Donc on en trouve partout du ragondin. On a beaucoup également, depuis qu'il est protégé, surtout de hérons cendrés, qui est un peu le symbole du marais en termes d'oiseaux, de grands oiseaux. Et puis un animal qui est très très difficile à observer, mais qui fait également partie des symboles du marais poitevin, c'est la loutre. On a des loutres dans le marais poitevin, ce petit animal protégé qui était chassé pour sa fourrure il y a plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui il est protégé et on commence à en voir de plus en plus. Mais c'est compliqué de l'observer parce que c'est un animal qui est surtout nocturne. Donc il sort un peu la journée, mais très rarement. Ah, on a une cigogne qui passe devant nous également. Une très belle cigogne, on reconnaît bien au blanc et au noir. Ça c'est pareil, ce type d'échassier, il y a une dizaine d'années, on en trouvait très peu dans le marais. On en trouvait beaucoup dans le département voisin de la Charente-Maritime. Il y a des nids de cigognes par là-bas, et puis finalement il y a des couples qui sont venus s'installer dans le marais poitevin. Ils arrivent à construire des nids sur les peupliers notamment, qui sont donc très hauts comme arbres. Et il y en a certains dont la tête est coupée par la foudre, ou tout simplement parce que l'arbre est mort et donc le haut se détache. Et ça fait des très bons sites de nidification pour les cigognes. Donc ils viennent nidifier ici et ils trouvent toute la nourriture suffisante pour se nourrir, comme les hérons cendrés, que ce soit les poissons, les grenouilles, les petits mammifères dans les champs. Il y a un vrai vivier de nourriture pour les animaux ici. Et là finalement il y a des couples qui ont commencé à nidifier dans le marais, et puis les jeunes sont nés finalement dans le marais poitevin, ont enregistré le lieu dans leur tête et ils reviennent maintenant avec des nouveaux couples pour faire des petits. Voilà, c'est fréquent maintenant de les trouver dans le marais. Et elles s'y plaisent très bien. Et donc là, on va aller découvrir les endroits sauvages du marais, les fameuses friches du marais. Et la plupart du temps, ces friches ne sont pas entretenues et le canal qui les borde n'est pas entretenu, c'est-à-dire qu'il s'envase. Le travail de curage n'est plus fait. Donc il y a très peu de fond, il y a 20-30 cm de fond. Et l'avantage du kayak, comme ce que nous avons aujourd'hui, c'est que finalement on peut passer partout. Le côté spécifique du marais poitevin, c'est que ça a une zone humide. Il y a quelques millénaires, c'était même un golfe marin qui s'est envasé naturellement avec les différents changements climatiques. L'homme a ensuite décidé de le mettre en valeur du fait que la terre était très fertile. Donc il y a eu énormément de travaux de drainage qui ont été mis en place à partir du XIIe siècle avec les abbayes. Puis ensuite il y a eu un vrai travail de drainage à partir du XVIe siècle jusqu'au début des années 1920-1930, les derniers travaux de creusement de fossés, de canaux. Et donc la particularité du marais, enfin surtout du marais dit mouillé, qui correspond à environ un tiers de la superficie du marais, c'est qu'il inonde régulièrement l'hiver.
Donc très difficile d'avoir un réseau routier permanent et opérationnel. Et donc le réseau de canaux et ce qu'on appelle chez nous des fossés aussi, ou les conches dans les Deux-Sèvres, tout ce petit réseau s'est transformé naturellement en moyen de transport. Et donc la barque s'est trouvée être le moyen pour se déplacer, mais aussi pour travailler, pour transporter les vaches. C'est un peu l'image d'Épinal du Marais Poitevin, le transport du foin, mais aussi le transport du lait à travers les laitiers, fruits, légumes, fourrage, transport des animaux. Et le bois aussi, j'ai oublié, le bois aussi, qui était très important pour le chauffage. Je suis Mathieu Bouteiller, animateur au sein de l'association DACTRAD, qui veut dire Développement, Art, Culture et Tradition en Pays Sud-Vendée, et qui a pour but de collecter tout le savoir-faire, finalement les connaissances des habitants du Sud-Vendée, autre que ce qu'on retrouve dans les livres et les ouvrages, mais plutôt la transmission orale, l'oralité que l'on sauvegarde. L'utilisation de la voiture, la mécanisation, les camions, etc. n'existait pas, tout simplement. Et ici, les premiers tracteurs sont arrivés de façon assez générale dans les fermes qu'à partir des années 50. Puis encore au début, il fallait adapter des tracteurs petits. Alors je vais citer une marque, ça s'appelait le Pony, et on a certaines cartes postales où on voit le petit tracteur qui est installé sur la barque pour pouvoir lui donner un accès sur sa parcelle de terrain. C'était le tracteur des années 50 qui était le plus petit et léger qui pouvait être transporté encore en bateau. Le transport des vaches s'est fait, on va dire, de façon traditionnelle, pareil, jusque dans les années 50, 60. Ça a perduré un petit peu plus longtemps dans certains endroits, comme à Coulon, qui ça perdure toujours. On essaye de maintenir cette activité de la mise en place des vaches dans les prairies à partir du printemps, une fois que le niveau d'eau est redescendu. La difficulté aujourd'hui, c'est bien le contexte des exploitations agricoles qui sont plus du tout les mêmes qu'autrefois, où on avait des toutes petites exploitations, quelques vaches, quelques hectares. Maintenant, on est sur des grandes exploitations, donc les petites prairies qui se trouvent dans la partie marais mouillé, ce qui correspond au niveau touristique à la Venise verte, là où on peut se promener encore actuellement, n'est malheureusement de plus en plus délaissé et plus du tout utilisé. Donc tout ça fait que maintenant l'utilisation traditionnelle ou pour vivre tout simplement des habitants de la barque a aussi s'est fortement atténuée. Il faut bien s'imaginer que le marais, donc on essaie de s'imaginer, on est dans les années 30, avant-guerre, le jour de marché, les canaux fourmillaient de barques et d'embarcations. L'exemple que j'ai, c'est le marché de Maran, qui était un des plus importants de la région. Et certaines femmes, souvent les femmes, faisaient plusieurs dizaines de kilomètres en bateau. Passaient par exemple le fameux gouffre de l'île d'Elle, c'est là où se croisent la Sèvre niortaise et la rivière la Vendée. Et il y avait un passage impressionnant de personnes qui allaient donc vendre les produits de leur ferme. Donc ça peut être les œufs, des poules, des légumes, des fruits au marché de Maran. Et donc là, il faut imaginer des canaux où il y avait toute une myriade de petites embarcations. Et on avait la même chose aussi pour le port de Luçon. Les premières traces d'embarcation, on suppose qu'il y a quand même toujours eu une activité de transport par bateau parce que ce qu'on appelle les barques monolithes, celles qui sont fabriquées d'un seul tenant sur une seule pièce de tronc d'arbre, on sait que c'est connu dans le monde de la préhistoire et néolithique en Occident, en France aussi en particulier. Alors on peut supposer que le marais devait aussi on devait utiliser des embarcations pour pouvoir au moins se déplacer d'un point ou à un autre. Mais il faut surtout s'imaginer que le marais que l'on voit aujourd'hui et ceux d'avant, on va dire Moyen-Âge, est complètement différent. Très peu d'arbres. On est sur une zone beaucoup plus sauvage, un marécage qui subit encore un petit peu les aléas de la mer de façon assez restreinte, mais il pouvait y avoir un petit peu d'eau salée ou saumâtre qui pouvait remonter, surtout pendant les fortes périodes de marée haute. Un paysage essentiellement constitué, on va dire, de roseaux, donc très très sauvage. Finalement, l'homme devait pouvoir utiliser certaines richesses comme la pêche, la chasse,
mais c'est tout, pas d'utilisation agricole. Donc il devait plutôt être en bordure. C'est pour ça que toutes les traces des anciens camps néolithiques se trouvent toujours en bordure du marais, donc sur la partie en hauteur, non exposée aux inondations, mais après ils avaient un accès direct aux richesses naturelles du marais. Donc essentiellement la chasse et la pêche. Vous voulez que je tienne la barque? Oui, si vous voulez. Ce bateau, il y a une histoire. Mon beau-père était maréchal ferrant. Oui. Et c'était une personne très mordue pour la pêche et la chasse. Il a fabriqué son bateau. Et il date 60 ans. Oui. Et il est en tôle, oui. Mais j'ai connu, moi, un bateau en béton. Mon grand-père, c'était un bateau en béton. C'est parfait ça comme bateau, c'est l'idéal? Un bateau comme ça en métal pour naviguer? Pour naviguer, c'est vrai, ça glisse bien. Hein. Enfin, aujourd'hui avec les bateaux en carbone, il n'y a pas d'entretien. Hein. Oui. Autrefois, c'était en béton et en bois. Une barque en bois. La peinture aujourd'hui, je la peins tous les ans. Et la rouille, la peinture. Elle n'est pas si bonne qu'autrefois. Je suis Guy Grimaud. Hein, je suis né où j'habite. Ça va faire 89 ans au mois de septembre. Et donc j'ai vécu. J'ai pas quitté la maison. C'est pour le service militaire, exactement 2 ans et demi. Et donc j'ai resté au sein de l'exploitation avec mes parents. Et les enfants, ils sont tous nés, ma génération, sont tous nés ici. Hein. L'hiver, quelquefois, mes parents emmenaient la sage-femme en barque. Moi, j'ai conduit le docteur en barque, le vétérinaire, l'hiver. Mais les grands-parents, ils avaient une vache, vous voyez, un cochon. Et puis la vache se nourrissait sur la digue. Puis on pensait que les gens intéressés, c'était les braconniers. La pêche, la chasse, il y avait de l'anguille à l'époque, la loutre. Attention, hein, l'hiver, l'été ça passait encore, mais il n'y a pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'eau potable. En forte crue, l'eau passait. C'est arrivé dans ma vie, moi ça est arrivé 3 ou 4 fois. Ça passait par-dessus la digue, ça inondait de l'autre côté. Et ça circulait, ça passait dans la maison. Mais par contre, la barque, on l'attachait presque à la poignée de la porte de la cuisine. C'est bon. Finalement, il y a 3 populations dans le Marais. Il y a ceux qui habitaient dans les villages. Des fois, on parlait même de la plaine. Moi, ça m'a toujours fait rire parce que même si on était sur l'île de Maizet, pour les habitants qui habitaient dans le Marais, on était des gens de la plaine. Parce qu'on était sur une partie où on ne risquait pas d'être inondé. Et après, il y avait 2 types de populations qui vivaient vraiment au milieu du Marais, au moins pour le secteur de Maizet. C'était les huttiers et les cabaniers. Alors, les huttiers, c'était des habitants qui avaient le droit de s'installer sur des petites maisons. Au début, on suppose que c'était vraiment des huttes en roseau et en bois très très sommaires, d'où le terme de huttier, des huttes, sur la levée. La levée, c'est ce fameux barrage en terre artificiel qui sépare le marais mouillé du marais desséché. Pour se présenter de façon très rapide et schématique, le marais desséché, c'est la partie qui est mise en culture, et la partie marais mouillé, c'est la partie qui sert de zone tampon. C'est-à-dire quand l'eau monte l'hiver, on va faire en sorte que
par le jeu des truchements des canaux et des fossés, d'envoyer l'eau vers le marais mouillé. La levée fait barrage et épargne les cultures du desséché. Et donc la fonction première des hutiers était de surveiller l'état régulier de ces levées qui pouvaient très vite s'abîmer parce qu'on est sur une terre friable, même s'il y avait tout un réseau de frênes têtards qui maintenaient grâce à leur réseau de racines la levée. Le hutier devait déjà avoir une fonction de surveillance et d'alerte et aussi une fonction d'entretien. Et en contrepartie, il avait le droit d'utiliser sur plusieurs centaines de mètres en amont en aval de leur maison l'herbe qui poussait, donc souvent il y avait des oies, des moutons, des vaches qui pouvaient praire sur la levée, et il y avait à peu près de façon régulière, tous les centaines de mètres, une maison de hutiers disséminée tout le long de la levée. Et donc ces habitants-là avaient vraiment une vie attachée entièrement au marais, donc c'était souvent vraiment des habitants spécifiques du marais, des vrais maraîchins, et donc ils avaient une toute petite cellule, on va dire, économique agricole, 1 à 2 vaches, et pour vivre, et finalement ils vivaient aussi de la chasse, de la pêche. Ça pouvait arriver qu'ils vendent ensuite les produits de leur pêche, les fameuses anguilles, dans les marchés de leur village, etc., etc. Donc ça c'est pour les hutiers, alors que le cabanier, lui, vivait généralement juste derrière, ou un petit peu plus loin, sur la partie marais desséché. Et donc la cabane, c'est le bâtiment qui accueille le fermier, qui n'est pas propriétaire, qui paye un fermage, donc un loyer, pour cultiver les parcelles de culture. Et donc eux aussi vivaient dans le marais, mais ils étaient sur un espace moins contraignant au niveau de l'eau. Et puis bon, c'était quand même des exploitations agricoles assez importantes, donc on est sur un mode de vie, on va pas dire plus moderne, mais plus ouvert, alors que le hutier pouvait vraiment vivre en autarcie, loin du bourg, au milieu de la nature contraignante, et une vie assez particulière. Et surtout, ils essayaient vraiment de vivre au maximum avec les richesses que pouvait leur procurer la marais. Bizarrement, plus on habite dans un lieu où l'eau est présente, moins traditionnellement les hommes savent nager. L'animateur culturel Mathieu Bouteiller. Il y a eu plusieurs cas d'histoires de noyades dans le marais, de personnes âgées qui allant dans ce qu'on appelait une motte, c'est dans son petit verger, son petit jardin, finissaient par tomber dans le marais et ils n'y arrivent pas à remonter, ils finissent noyés. C'est déjà arrivé. Certains enfants, ceux qui habitaient sur les levées l'hiver, même s'il y avait un petit chemin sur la levée, étaient complètement impraticables, sauf gorgé d'eau, plein de boue. Donc les enfants qui habitaient sur ces levées, donc à quelques kilomètres du bourg de Maizet, où se situait l'école, finalement la seule possibilité pour pouvoir rejoindre leur école était de pouvoir faire au moins une partie du trajet en bateau jusqu'à la route qui se trouvait après sur une zone beaucoup plus haute et ensuite pouvaient terminer leur chemin à pied. Et j'ai une autre anecdote où des enfants même s'étaient perdus le soir, l'hiver. À un moment, l'hiver, les canaux tous se ressemblent et c'était la tombée de la nuit. Ils avaient pourtant leur petite lampe et c'était les enfants qui habitaient, leur maison était en plein milieu du marais et au village de Maillet et ils ont vraiment eu peur et je crois que c'est leur papa qui attendait aussi leurs enfants. Est venu aussi à leur rencontre. Ils ont pu se retrouver avec des jeux de cris, de lumière pour retrouver le chemin, le bon canal, le beau fossé. Parce que c'est un vrai labyrinthe. Et ainsi retrouver leur maison sain et sauf.
Tu entends le petit tip, tip. C'est un piquet pêche qui est juste sur l'arbre là-bas, il fait le tour. Hop, il s'est envolé. Le photographe Romain Gaillard. C'est comme un pivert, hein, c'est un piquet pêche. Il tape dans les troncs pour faire sortir les vers qui vivent dans le bois. Et déjà, tu entends avec l'eau en fait, le son est porté par l'eau et amplifié par l'eau. Et du coup, on entend très bien tous les chants des oiseaux, finalement. Alors, on va tourner à gauche. Là, il y a encore un peuplier qui est tombé, qui s'est couché dans le champ. Il a emmené toute la berge avec lui. On va s'arrêter ici, tiens. Ça c'est pas mal. On va descendre dans une friche. Alors je vais descendre en premier. Parce que bon là le but c'est pas de tomber à l'eau. Surtout avec un kayak. Alors, peut-être par là. On va trouver un peu le bord. Un peu d'ortie. Alors on vient de débarquer dans une parcelle sauvage. Voilà, on voit déjà que les plantes commencent à pousser, hein. On a des iris qui poussent, les petites fleurs jaunes là. Et puis surtout un terrain qui finalement est envahi de végétation. Même le bois n'est plus entretenu. On voit qu'il y a du bois mort qui est couché par terre. Il y a des, voilà, c'est vraiment sauvage. Et on va essayer de se mettre au cœur de ce terrain pour prendre le temps d'écouter la faune notamment. Voilà, être vraiment au cœur d'une faune, d'une parcelle sauvage et prendre connaissance de l'ambiance. Regarde, la terre est noire, c'est pas de la terre argileuse, rouge comme on peut trouver dans les champs, c'est vraiment de la tourbe, donc c'est très très bon. La tourbe on en trouve dans les jardineries pour les cultures. Et c'est pour ça qu'autrefois les anciens venaient cultiver ces terres pour faire des mogettes, des salades, des radis, etc. Parce que ça pousse tout seul dans cette terre-là. Elle est humide en fait en permanence. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a un ancien canal qui avait une belle proportion et qui est bouché de tous les côtés. Donc on a une poche d'eau prisonnière au milieu de la friche. Et on le voit, il y a tous les bois morts tombés dedans. Et du coup, ça gravite de faune ici. Elles viennent soit boire, mais également dans l'eau, même s'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Il y a de la faune qui vit dedans, des mollusques, des petits escargots, et également beaucoup d'écrevisses, les écrevisses américaines de Louisiane, fameuses écrevisses invasives qu'on trouve partout en France quasiment maintenant, et qui polluent bien dans le marais Poitevin, et là on en trouve beaucoup dans ces canaux isolés. Dans le bois mort vient manger des insectes, il y a des faunes spécialisées dans tout ce qui est bois mort, les vers, les rosalies des Alpes également, qui est un petit insecte joli, Coléoptère joli qu'on trouve dans le marais. Et donc c'est un vivier de nourriture finalement pour tout le monde. Même ce qui est mort, c'est pas beau, c'est pas pop pour nous, mais ça a une utilité pour la nature. Là on va rencontrer les hérons cendrés qui viennent pêcher les écrevisses américaines qui sont dans l'eau, les écrevisses de Louisiane. Du martin pêcheur également, ce petit oiseau là qui est très joli, avec un bleu un peu métallique, fluo et le ventoux orangé. Il vient se poser sur les bois morts en hauteur et puis il plonge dès qu'il voit un petit poisson ou voilà, quelque chose à manger. Et même les cigognes aujourd'hui peuvent très bien venir ici, dans cette poche sauvage, pour se nourrir. Il y en a vraiment pour tout le monde. Je sais également que sur cette parcelle, il y a des passages d'animaux. Il y a toujours du résultat quand j'y viens. Tu vois les traces? Ça c'est du chevreuil. Les deux sabots comme ça là,
au sol, dans la tourbe, on les voit nettement. C'est des chevreuils qui passent par ici. Et on voit d'ailleurs le chemin, nous on l'a utilisé parce que finalement c'est le plus simple. Toute la tourbe qu'on voit là, le chemin de terre, c'est emprunté régulièrement par des animaux. Les animaux ne craignent pas l'homme ici, il y a la tranquillité, tout ce que les animaux sauvages aiment en fait. Il m'est également arrivé de venir là un soir, très tard, au coucher du soleil, et j'entendais bouger dans les fourrés derrière moi. Et en éclairant avec ma lampe frontale, je voyais deux yeux qui me regardaient, qui ne bougeaient pas. C'est pas commun pour des chevreuils, voilà, si près de l'homme de ne pas fuir. Et en m'avançant, ça a fait un boucan d'enfer parce que les sangliers c'est très massif. Et il a eu peur, il est parti en courant à travers la friche en cassant les bois morts sur son passage. Voilà, c'était forcément un sanglier. Il y a des renards également dans le coin. Un autre animal dont j'ai pas parlé, c'est la genette, qui est un bel animal qui est originaire d'Afrique, qui est de la taille d'un gros chat, on va dire, mais qui est tout acheté, comme un léopard, qui ne sort que la nuit, donc quasiment impossible à observer. Et les seuls qu'on voit, c'est ceux qui malheureusement se font renverser sur les routes. On en voit de temps en temps dans le marais, ou en posant, comme je le fais, un piège vidéo, et du coup la nuit on arrive à en voir. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de partager un peu, voilà, ce que je fais dans le Marais Poitevin. Donc, quand c'est pas de la photo, ça peut très bien de la vidéo, ou voire même de la prise sonore, juste pour se rendre compte de l'ambiance qu'on a là en ce moment dans une friche sauvage du Marais Poitevin. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont voilà, passionnées par le marais, qui peuvent plus forcément se déplacer aujourd'hui, voilà, des personnes plutôt âgées, et qui sont contentes, voilà, qu'on leur ramène des nouvelles fraîches du marais, avec l'ambiance qu'ils ont connue autrefois. Après j'essaie de regarder là où il n'y a pas trop de végétation, parce que c'est déjà haut, hein. Tu vois la parcelle en face là, c'est des plantes coupantes en plus, donc faut éviter de mettre les mains qui traînent, un peu comme les roseaux, hein, c'est du carex en fait. On voit quasiment plus ce qu'on a devant soi. Là pareil, je vais le laisser comme ça sur son tronc d'arbre pendant 2-3 semaines à peu près. Voilà. Le souci aujourd'hui, c'est que pour moi, pour la partie marais mouillé, c'est que comme il est complètement laissé à l'abandon, il faudrait maintenant savoir ce que l'on fait. Est-ce qu'on le laisse revenir, on dirait, à une sorte d'état naturel qui ne retrouvera plus jamais comme autrefois, mais est-ce qu'on le laisse entre guillemets s'ensauvager? Est-ce que nous maintenons un minimum de canaux pour assurer un drainage? Tout ça aussi en parallèle avec le risque de la montée des eaux pour la partie marais desséchée sur la baie L'Aiguillon. Oui, là, les prochaines décennies nous donnera la réponse à l'avenir de ce marais. Tous les ans, je passe à nettoyer les troncs, hein, les épines, les ronces. C'est vite envahi, hein. Je peux vous montrer
des fossés où c'est bouché, quoi. Quand j'y vais, c'est pour travailler, pour entretenir. J'aime bien balader les gens aussi. À m'occuper, j'aime bien être seul. Oui. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'ai fait du bois l'hiver, mais j'aime bien le faire seul. Mais je vais à mon train et puis... Mais j'aime pas parler. Au travail, j'aime pas parler. Quel moment de la journée vous préférez dans le Marais? Le matin. On entend les oiseaux, la fraîcheur. L'été, c'est la fraîcheur, et puis les oiseaux, le calme. J'aime bien être dans le calme, j'aime bien être dans le Marais. Le jour où je vais le quitter, ça sera assez dur. Retour sur la terre ferme. Oui, on n'a pas coulé. C'était le Marais Poitevin sauvage, avec le photographe Romain Gaillard, l'animateur culturel Mathieu Bouteiller et Guy Grimaud, habitant du Marais. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.